Salut les Tokuvours et bienvenue dans cette nouvelle émission HeroShock TV. Aujourd'hui on retourne dans le domaine de Garo, mais comme je n'ai pas forcément envie de vous bourrer le crâne avec des nombreuses séries live qu'il nous reste à voir, on va aller du côté de l'anime avec la première saison sortie le 3 octobre 2014, Garo Ono no Kokuin, ou en français, le saut des flammes. Réalisé par les studios MAPPA et écrite par Yasuko Kobayashi, à qui on doit énormément de séries tokusatsu, comme Tokyo Inspector, Mirror Time Ranger ou encore Kamen Rider Dennou. Elle a été diffusée en 24 épisodes sur la chaîne Tokyo MX et un petit dernier, un 25e, se cachait dans le dernier DVD Blu-ray de la série. A part ça, elle est disponible à l'achat sur iTunes ou en Blu-ray depuis le 26 avril 2016 avec un doublage intégralement anglais. Ce qui représente la première sortie physique et entièrement doublée d'une série issue de l'univers Garo depuis ses débuts dans un pays occidental. C'est pas rien! Mais bref, laissez les flammes de vos sentiments vous envahir, car c'est parti! Royaume de Valiant, Espagne. À l'aube du XVIIe siècle, où la peur païenne domine de plus en plus les cœurs, une sorcière accusée de la malédiction du bon roi Fernando est brûlée vive. Mais des flammes de son bûcher s'échappe le cri d'un nouveau-né. Bravant les ignorants et le feu, un homme muni d'une étrange armure sauve l'enfant pour disparaître aussitôt. Affaibli, le roi n'a d'autre choix que de s'en remettre au conseiller Mendoza. Sous le couvert de l'église, il lance une vaste purge envers l'ordre Makai, jugé coupable de sorcellerie. 17 ans plus tard, le peuple vit toujours dans la peur de ces hérétiques. C'est en cette époque troublée que l'apparition des aurores ne fait qu'augmenter. Face à ces tumultes et cette injustice, se dresse un héros, ivre de colère, qui cherche la vengeance. L'enfant a grandi et revient sur la terre de sa naissance. Mettant son épée au service des faibles, il est l'héritier des plus grands chevaliers. Il est Garo. Voyons déjà qui sont nos personnages. Leon Lewis est le héros de cette première série animée et donc le porteur du titre et de l'armure d'or de Garo. Titre qu'il a hérité de sa mère, Anna. Son père, également chevalier Makai, l'emmènera loin de Valiant pour le protéger et le former. Bien que bébé, ce premier souvenir de sa mère le hantera jusqu'en ses cauchemars en grandissant, devenant ainsi un jeune homme amer et émotionnellement faible. Léon est un jeune homme de 17 ans colérique, très méfiant et naïf du monde qui l'entoure. Il n'a pas conscience des responsabilités liées à son titre. Comme tout chevalier d'or qui se respecte, il est accompagné du Madoring Zaruba. Sérieux et réfléchi, il affiche toujours une expression renfrognée, voire antipathique. Hélas, il découvrira à ses dépens qu'il lui manque une chose primordiale pour être un bon chevalier Makai. Herman Lewis est le père de Léon et un chevalier Makai répondant au nom de Zoro. C'est une personne arrogante, décontractée et quelque peu responsable quand il s'agit d'alcool ou de femmes. Surtout de femmes. Ce qui complique beaucoup les relations avec son fils, à qui il témoigne souvent de l'affection en prenant soin de lui à sa manière. Bien qu'il semble être un imbécile et un coureur de jupons, Herman est très audacieux, perspicace et peut devenir sérieux quand la situation l'exige. Son Madogu Jiruba est de bons conseils quand il ne se tait pas. Alfonso Saint-Valiant est le prince héritier du royaume. Cousin de Léon et neveu d'Herman, c'est un jeune homme noble et courageux qui est prêt à tout pour protéger son royaume et son peuple. Ayant grandi dans le luxe de la famille royale, il est vierge de beaucoup d'expérience, ce qui le rend un peu benet. Autrefois assez fragile et maladif, il a su devenir un épéiste fort et redoutable. Obligé de s'enfuir après l'emprisonnement de sa mère, Alfonso va découvrir pour la première fois la vérité qui se cache derrière les murs de son château. Devant désormais se battre pour sa vie, il entrera dans le secret de l'existence des aurores et du monde Makai. Sa rencontre avec le chevalier Makai Raffaello lui donnera la résolution de se battre pour protéger son peuple et débarrasser son royaume des aurores. Ami du précédent Garo, il a perdu son fils sous la purge de Mendoza et a fui des années durant. Sa rencontre avec Alfonso lui permettra d'enseigner son art une dernière fois et de léguer son armure avant de mourir. Emma Gasman est une prêtresse Makai et une alliée de charme pour nos héros. C'est une jeune femme très secrète qui préfère agir seule. Elle est une personne intelligente et audacieuse, mais aussi quelque peu impitoyable.
Elle manie un pistolet à fil rétractable qui lui sert à pister, piéger, combattre ou lancer ses sorts magiques. Très habile au combat, elle montre cependant du dégoût envers les chevaliers Makai. Néanmoins, elle vient souvent en aide à Léon et ses amis. Emma voyage constamment car elle recherche un certain Aurore et souhaite le tuer. Et ce joli petit monde doit obéir au tribunal, ce qui nous amène à Garm. Bankenju stationné à Valiant, Garm apparaît sous la forme d'une minuscule jeune fille humaine aux cheveux blancs. Évidemment, elle est beaucoup plus âgée qu'elle n'y paraît et sa véritable forme est implicitement assez horrifiante. Garm est assez paresseuse et ennuyeuse, souvent vue en train de se prélasser sur des coussins en mangeant des sucreries ou en s'adonnant à divers loisirs. Bien qu'elle sache tout des événements de Valiant, Garm a l'habitude de donner des demi-vérités ou d'ignorer, changer de sujet lorsque cela l'ennuie. Les aurores sont toujours les créatures ennemies récurrentes de la saga. Je n'épiloguerai pas sur eux, pour cela vous avez notre tuto que je vous rappelle d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Alors occupons-nous plutôt de celui qui les manipule. Mendoza est le conseiller royal de Valiant et l'antagoniste principal de la série. Autrefois, il était un prêtre Makai assez talentueux au service du tribunal. Pour lui, les humains devaient vénérer l'ordre Makai comme des dieux, car il les protégeait des aurores. Pour cela, il a créé un Madogu, le cercle de Zirkel qui utilise le sang humain pour les contrôler. Devant cet acte, mélangé à sa profonde antipathie pour eux et ses idéaux extrémistes, il est excommunié et marqué à vie par un sceau maudit. Recueilli par le roi de Valiant après une longue errance, il se sert de son savoir pour prédire l'avenir ou guérir les malades. Après être devenu conseiller royal, il est durement ramené à la réalité quand son fils naît avec les marques du sceau maudit. Cet événement le brise complètement au point d'assassiner sa famille et, ivre de haine, promet de se venger de l'ordre Makai. Octavia est une suivante de la reine de Valiant. Connaissant la vérité derrière la chasse aux sorcières contre l'ordre Makai, elle sert également Mendoza en secret. Elle lui a promis sa loyauté après avoir perdu la foi en Dieu suite à la mort de sa famille, le vénérant et affirmant que son pouvoir est digne d'adoration et de servitude. Par contre, elle n'a pas le droit de le toucher, ce qui est légèrement problématique vu qu'elle en est amoureuse. Affichant toujours une tête dépressive, elle est discrète et très secrète. Cette attitude lui permettra de continuer à travailler au palais et d'œuvrer pour le plan de Mendoza. La série n'attend pas pour évoluer et introduit très vite plusieurs personnages clés pour l'intrigue ou l'évolution des personnages. Commençons du côté des humains. Ximena, la tenancière d'une auberge dans la capitale du royaume. Elle se rapprochera d'Herman après l'avoir vu courir nue et avoir soigné ses blessures. En tant que citoyenne, elle s'investit beaucoup pour le peuple, comme par exemple en aidant les médecins ou à la reconstruction de la ville. Lara, une fille d'un petit village agricole. Elle recueillera Léon et grâce à la chaleur accueillante de sa famille et son optimisme, l'aidera à sortir de son attitude solitaire. Premier amour de Léon, elle deviendra la base de sa résolution à remplir sa mission de protecteur. Ensuite, du côté du monde Makai, nous aurons la surprise de voir un nouvel Ankoku-Kishi en la personne de Bernardo Dion. C'est un ancien chevalier Makai au service de Mendoza qui autrefois portait le titre de Zex. Ami et compagnon de voyage d'Herman et Anna, il se sacrifiera pour qu'ils puissent fuir et ira même jusqu'à enfreindre la loi la plus sacrée de l'ordre Makai. Il tuera des humains et acceptera l'offre de Mendoza, une nouvelle vie dénuée de doute en échange de sa servitude. Officiellement, Bernardo supervise les Chevaliers Noirs, la nouvelle garde royale mise en place par Mendoza. Bien, et si on passait à l'analyse? Donc, comme d'habitude, pour éviter le spoil, on se rend au temps indiqué à l'écran. Tout d'abord, au niveau des personnages. Léon n'a que 17 ans et toute la série va permettre d'explorer son passage à l'âge adulte et ce qu'il devra faire pour être digne de son rang. Du jeune homme colérique du début, il changera suite à diverses péripéties ou rencontres. Il sera déchu dans son statut, puis rencontrera l'amour pour lui survivre. Il se battra ensuite pour retrouver son droit et perdre sa virginité dans les bras d'une vraie femme.
Son immaturité présente durant toute la première partie de la série lui vaudra de se laisser submerger par sa colère. Et même pire, il se transformera en Shimechu Jushin, forme qui n'avait plus été vue depuis la première saison. Chose plus incroyable, nous assisterons à sa perte du titre Garou, une première, que dis-je, du jamais vu dans la saga. Jamais aucun chevalier n'avait été déchu, pas même Ryoga. Oui, parce que bon, à mon sens, Ryoga c'est un peu beaucoup le plus faible et le moins méritant des Garous. Enfin bref, en parlant du Garou de Yamio Terasumono, Léon partage quelques similitudes avec lui, comme leur pose de combat identique, ou le fait que tous deux ne portent pas la tenue blanche du Chevalier d'Or à leur début, même si Léon finira par la porter en deuxième partie de saison. Du côté de son papa, Herman est sensiblement le comique de la série pour ne pas rendre le sujet trop sérieux. Les diverses situations rocambolesques et la légèreté qu'il apporte permettent souvent de souffler et ça fait du bien. Trop de sérieux tue le sérieux. Focus sur son armure. Ça ne sera pas une surprise, mais elle est fortement inspirée de celle de notre cher Zero. Combat de l'âme, armure argentée, Zoro pour Zero. Amemiya a opté pour un duo que l'on connaît bien et revient ainsi aux bases qui ont fait son succès. Un clin d'œil qui fait plaisir pour les anciens et une base saine pour ceux qui commencent. Sa rencontre avec Ximena lui permettra de retrouver l'amour, lui laissant même un petit cadeau pour qu'elle ne l'oublie jamais, concrétisant ainsi son but caché, concevoir un héritier pour son armure. Alfonso a 20 ans, aimé, adulé, faisant kiffer les filles qui rêvent de la belle vie au palais, il n'a jamais manqué de rien. Personnage cliché jusqu'à la moelle, il aurait pu rester fade, mais heureusement ce n'est pas le cas. Son exposition au monde Makai et son entraînement le transformeront en un futur roi que personne n'aurait imaginé. Conscient de la douleur de son peuple, il entrera en guerre pour le protéger et ramener son héritage dans la lumière. À ce jour, Alfonso est le seul Makakishi, toutes saisons confondues, à avoir porté 2 armures. Quant à Mendoza, il est l'antagoniste parfait. Il a préparé son plan minutieusement. Chacune de ses actions est réfléchie et sert son grand dessein. En commençant par se débarrasser en premier lieu de la lignée de Garou. Pas con le mec. Tu t'arranges pour que le plus fort soit plus là, et t'évites de gros problèmes. On comprend de suite que t'es pas une buse. L'histoire s'inspirant de la période de l'Inquisition espagnole, Amemiya s'est sans doute librement inspiré de Tomás de Torquemada. Célèbre personnage, il fut grand inquisiteur d'Espagne durant le XVe siècle sous le règne de Ferdinand II d'Aragon et d'Isabelle de Castille. En tant que tel, il commit des meurtres de masse pour maintenir le pouvoir de l'Église chrétienne. Mais pas que. Son apparence physique ressemble également à un célèbre personnage de la littérature française. Enfin, plutôt dans sa version Disney, le juge Claude Frollo. Tous deux ont cette haine raciale envers un groupe qu'ils jugent de vermine. Mais alors que la haine de Frollo est simplement par dégoût, celle de Mendoza est plus à cause de la malédiction, ainsi que de son ambition mégalomane de devenir un dieu aurore. Tous deux combattent le protagoniste qu'ils ont marginalisé, Quasimodo pour les gitans et Léon pour l'ordre Makai, et pour finir, les deux périront par le feu, Frollo tombant dans le bûcher qu'il a lui-même allumé, et Mendoza brûlé éternellement par un feu magique. Parlons maintenant du thème principal de la saison, l'héritage, ou plutôt la lignée de Makaikishi. Et direct, grosse nouveauté. Alors que depuis le début de la saga, nous n'avions vu qu'une transmission de père en fils du titre de Garou. Cette fois, nous découvrons un héritage de mère en fils. Encore une fois, Amemiya fait la part belle à ses femmes. Explication. Le précédent Garou n'a eu que des filles. C'est elle qui devra donc perpétuer la lignée pour transmettre l'armure et le titre. Anna devra donc la transmettre à sa descendance, et l'autre aura un pendentif. Attends, elles sont d'où celles-là? Oups, ma faute. Anna a eu une jeune sœur qui, après avoir reçu le pendentif, a été adoptée par des nobles. Elle a donc eu une belle vie, loin du monde Makai, puis elle s'est mariée et est devenue reine. Et oui, c'est bien d'Esmeralda, la mère d'Alfonso dont on parle. Ce qui fait de notre petit prince un porteur potentiel pour l'armure d'or. Mais la notion d'héritage et surtout de lignée ne s'arrête pas là, car si Léon est de celle de Garou par sa mère, il est aussi de celle de Zoro par son père. Ce qui donnera lieu lors du combat final à l'un des plus beaux power-up à mon sens dans Garou, et surtout du jamais vu, la fusion des armures de Garou et Zoro. Il est beau, allez-y, dites-le qu'il est beau, dites-le, allez! Enfin en tout cas, merci à Amemiya-sama pour ça, je te vénère!
Transposer Garou en Europe est l'une des meilleures idées d'Amemiya, et j'avoue que j'attendais ça avec impatience. On pourrait penser qu'habitué à voir Garou au Japon, cela le rendrait quelque peu mal adapté dans un autre pays. Eh bien, il n'en est rien. L'Europe, qui partage une longue tradition occulte dans son histoire, intègre parfaitement l'univers Makai. J'ai apprécié le fait que l'armure de Garou soit différente de celle qu'on connaît. Plus allongée, moins mastoc, permettant peut-être une meilleure agilité au combat et ouvrant la bouche pour rugir ou mordre. L'épée est également plus longue et s'harmonise parfaitement avec le reste. Un changement comme une appropriation personnelle du porteur, je dirais. Un bonus très appréciable, mais nous le verrons en temps et en heure. En parlant d'armure, autre nouveauté, celle d'Octavia et son armure de Majou. Elle sacrifiera son humanité pour gagner une très grande puissance. L'armure, bien que faite à partir d'aurore, Octavia n'est pas possédée et garde sa personnalité. Mais c'est une arme à double tranchant, car l'armure se nourrit de la haine de son porteur jusqu'à épuiser toute sa force vitale. Par contre, il faut quand même attendre un animé pour que la femme ait le droit de revêtir une armure dans cette saga. C'est quand même un comble. Nous avons également des nouveautés côté des outils Makai. La lampe Mado, équivalent au XVIIe siècle du Madobi. La cloche Mado. Grâce à son son, il est possible de détecter et d'identifier les aurores. Et évidemment, tout l'attirail d'Emma jamais vu jusque-là, en commençant surtout par son arme et les filles qu'elle utilise. Restons du côté des artefacts Makai et parlons un peu de Zaluba. Pour la première fois depuis le début de la saga, nous apprenons comment le pacte entre le Chevalier d'Or et Zaruba est fait. Mais si tu veux savoir, il faudra regarder la saison. Ceci dit, c'est une information très intéressante qui nous permet d'en apprendre encore plus. Pour finir, parlons rapidement de l'épisode 25, disponible uniquement sur DVD Blu-ray. N'apportant que peu de choses à la saison, il a au moins l'intérêt de se centrer sur Emma, et nous permet de découvrir un pan de sa vie et de ses fréquentations. Cela nous donne aussi l'opportunité de découvrir comment ses fils sont tissés, et voici donc une énième expansion de l'univers. Décidément, cette Amemiya, on ne peut plus l'arrêter. Malgré la qualité de la saison, quelques déceptions sont à noter, comme le manque constant de temporalité. À part savoir nous sommes au XVIIe siècle, que Léon a 17 ans, Alfonso 20, tout le reste est soumis à théorie sur le temps qui passe. Et ça sera encore plus renforcé avec l'entraînement d'Alfonso, qui semble avoir appris le métier de chevalier Makai en 3 jours. Je veux bien qu'on puisse avoir des dispositions, mais rendez le tout crédible quand même. Ou lors du retour de Mendoza, qui semble avoir pris 20 ans dans la tronche. À moins qu'il ait perdu sacrément Tyride. Autre point négatif, le manque d'informations sur certains personnages, à commencer par le précédent Garou ou encore Emma, ce qui fait quand même un peu pécher son personnage. Bon ok, un épisode entier sera centré sur elle et son passé avec son mari Luciano. Mais sinon, son enfance, son entraînement et sa vie ne seront qu'un long désert silencieux. À part ça, elle sera celle qui prendra la virginité de Léon. Mais bon, détail, cougar. Et enfin, il reste encore quelques petites erreurs communes comme les armures des autres chevaliers Makai, purement low cost. Surtout si on les compare à celles mises en avant dans le show. C'est dommage. Garou Ononoku Queen fut une excellente surprise qu'on n'attendait pas, surtout en animé. Habitué depuis longtemps au format drama live, ce changement marque un renouveau qui s'avère d'excellente facture. La série est sans doute celle qui possède le plus de nouveautés permettant d'enrichir une saga déjà bien riche. Certes, le scénario peut sembler quelconque et stéréotypé, mais la force de ses personnages et de son intrigue rendent le tout passionnant. Très humain et écrit avec doigté, il délivre à l'écran un charme très particulier. Encore une fois, avec cette série, Amemiya prouve que Garou a de belles années devant lui tant le succès est au rendez-vous. Les saisons s'enchaînent, les épées s'entrechoquent et l'univers évolue avec maturité et intelligence. Bref, vous l'aurez compris, je vous conseille cette saison à 200%. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez la voir. C'est parti. De toute façon, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais nous reviendrons du côté des Terres de Valiant quand nous parlerons du film Divine Flame. En attendant, likez, partagez, commentez, dites-nous votre avis sur cette saison tout feu tout flamme. Et je vous retrouve bientôt dans l'univers de Garou ou dans un autre tout aussi passionnant. Alors, bon week-end les Tokufor!